en a déjà une qui a été tournée et que j'ai pas montée. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de remercier. Mais merci beaucoup aux 300 abonnés. Vraiment, il y a énormément de monde qui s'abonne en ce moment. Donc merci beaucoup encore. Et voilà pour le mot de début. Ensuite, eh ben, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui. C'est plutôt une vidéo où vous m'entendrez. Parce que je lirai. Oui, aujourd'hui je vais lire. Je vais lire un livre en ASMR. Un truc que j'ai voulu faire depuis un petit moment, mais que j'ai jamais fait par crainte de bégayer, parce que ça m'arrive très régulièrement de me planter. Voilà, donc j'espère que ça ira et que j'aurai pas trop de retouches à faire au montage. Enfin voilà, et que cette vidéo, je vais espérer, sorte et que vous puissiez la regarder. Voilà, donc le livre que j'ai choisi, c'est BioShock Rapture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas BioShock, c'est un jeu vidéo FPS où en gros on se balade dans les rues de Rapture, une ville sous-marine construite par un mégalomane. En gros c'est une société, c'est une dystopie on va dire, basée sur le capitalisme, poussé à l'extrême. Donc voilà. Et donc ce livre raconte l'histoire de la construction de la ville dans laquelle on se balade dans les jeux. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, jouez-y, il est génial. Donc on va commencer. Prologue. New York, 5ème avenue, 1945. Lorsque Sullivan, le chef de la sécurité, entra dans le bureau du grand homme au siège social de son empire, ce fut pour le trouver debout devant son immense baie vitrée. La silhouette auréolée par la lumière de la ville au dehors. L'endroit n'était éclairé qu'à l'autre bout de la pièce par une lampe au reflet vert posée sur la vaste table de travail en verre. Si bien que le grand homme disparaissait presque entièrement dans la pénombre, les mains dans les poches d'un veston de costume sur mesure impeccable. Il scrutait d'un regard maussade la ligne de droit new-yorkais. Il était 20h. Et le chef Sullivan, un homme d'âge moyen au costume détrempé par la pluie, n'aspirait plus qu'à rentrer chez lui, envoyer valser ses chaussures, écouter le match de boxe diffusé à la radio. Pour son malheur, le grand homme travaillait souvent tard, et il attendait avec impatience ces deux comptes rendus. Pour autant, Sullivan avait tout de même hâte de tirer un trait sur l'un d'entre eux, celui sur le Japon. Rien que d'y penser, il lui prenait une envie irrépréhensible de s'envoyer dans la seconde un petit remontant. Malheureusement, le grand homme ne lui offrit rien, c'était certain. Le grand homme, c'était le surnom que Sullivan donnait à son patron, l'un des entrepreneurs les plus riches et les plus puissants de la planète. Ce sobriquet aussi sarcastique que réaliste, Sullivan prenait garde à ne pas l'utiliser en présence de l'intéressé. Tant il savait ce dernier vaniteux et prompt à s'offusquer à la moindre marque d'irrespect. Nonobstant, le magnat semblait parfois en quête d'un bon ami qui pourrait un jour devenir cher à son cœur. Cela étant, ce ne serait probablement pas Sullivan. D'ordinaire, on l'appréciait peu. La faute à son passé de policier sûrement.
Alors, Sullivan, lui demanda le grand homme sans prendre la peine de se détourner de la fenêtre. Les avez-vous? Tous les deux, monsieur. Voyons d'abord le premier, celui sur les grèves. J'aimerais m'en débarrasser au plus vite. Le second, voyez-vous, il secoua la tête. Vouloir s'y soustraire serait pire, si j'ose la comparaison, qu'espérer s'arbitrer d'un typhon, en se terrant dans une cave que l'on n'a pas encore creusée. Si Sullivan tenta quelques secondes d'interpréter la parabole, il abandonna bien vite. Les grèves. Les grèves persistent dans les mines du Kentucky et à la raffinerie du Mississippi. Le grand homme grimaça et ses épaules rembourrées à la mode de l'époque s'affaissèrent discrètement. Nous allons devoir faire montre d'un peu plus de fermeté, Sullivan. Pour le bien du pays, autant que pour le nôtre. Monsieur, j'ai justement ordonné l'intervention de briseurs de grève. J'ai envoyé des agents de Pinkerton dénicher les noms des meneurs, histoire d'en apprendre un peu plus sur eux. Le fait est, monsieur, que nous avons affaire à des obstinés, de foutus cabochards même. Vous êtes-vous rendu en personne sur les lieux? Êtes-vous allé, Sullivan, dans le Kentucky ou le Mississippi? N'attendez pas ma permission pour entreprendre, Sullivan. Pour agir. Pas dans le cas comme celui-ci. Les syndicats, en Russie, ils disposaient de leur propre petite armée, les bataillons ouvriers. C'est ainsi qu'ils s'étaient baptisés. Savez-vous seulement qui sont ces grévistes? Les agents des Rouges, Sullivan. Les affidés des Soviétiques. Et que réclament-ils? De meilleures paix et des conditions de travail plus justes, bien sûr. N'est-ce pas là la marque du socialisme, Sullivan? Sangju, je n'ai nul besoin des syndicats. Je me suis construit sans eux, sans personne. Sullivan n'ignorait pas que le grand homme avait joui d'une indubitable bonne fortune. Il avait découvert très jeune des riches gisements pétroliers, mais il ne pouvait lui enlever qu'il avait investi avec une grande intelligence. J'irai en personne à leur rencontre, monsieur. Le grand homme tendit une main et effleura la paroi de fer, visitant ses souvenirs. Lorsque je suis arrivé de Russie en 1919, je n'étais encore qu'un garçonnet. Les Rouges venaient de s'emparer du pays. Il s'en est fallu de peu que nous perdions la vie. Jamais je ne laisserai ce fléau se propager. Pour sûr, monsieur. Et l'autre rapport, c'est vrai, n'est-ce pas? Les deux villes ont été presque entièrement détruites. Une bombe par cité. Le grand homme secouait la tête médusée. Une unique bombe pour toute une ville. Sullivan fit quelques pas en avant, ouvrit l'une des enveloppes et tendit à son patron les clichés qu'elle contenait. Pour mieux les étudier, le grand homme exposa les luisants instantanés aux lumières citadines qui scintillaient derrière la fenêtre. Les photographies, tirages en noir et blanc, d'une remarquable précision, montraient la dévastation d'Hiroshima. La plupart avaient été prises depuis les airs, les lumières de la ville, mouchetées d'indécence, leurs
leur surface brillante, comme si la vigueur flamboyante du paysage new-yorkais elle-même avait été coupable de la destruction de la ville japonaise. C'est notre homme au département de l'État qui a fait sortir les clichés en douce, expliqua Sullivan. Dans les villes bombardées, certains habitants ont été atomisés, pulvérisés. Des centaines de milliers de personnes sont mortes ou meurent en ce moment même à Hiroshima et Nagasaki. Et bien plus encore sont à l'agonie, victimes de... Il se mit à lire à haute voix, à voix haute, l'un des comptes rendus qu'ils avaient reportés. Brûlures thermiques ou radioactives et autres blessures par radiation. On s'attend qu'au moins autant meurent dans les 12 mois de pathologies liées à la radioactivité, de cancer notamment. De cancer. Cette arme provoque le cancer. Oui, monsieur. Rien n'a encore été confirmé, mais au regard d'expériences passées, c'est fort probable. Je vois. Sommes-nous certains que les soviétiques développent bel et bien une de telles armes? Ils y travaillent, oui. Le grand homme lâcha un grognement de dépit. Deux incommensurables empires, deux krakens titanesques qui se livrent aux batailles, équipés d'engins de mort. Une bombe, une seule, suffit à réduire une ville en poussière. Et Sullivan, c'est inéluctable. Elles sont amenées à devenir chaque jour plus massives, plus puissantes. Que se passera-t-il alors, selon vous? On parle de conflit nucléaire. J'en suis certain, Sullivan. Ils nous détruiront tous. Pour autant, il existe une échappatoire. Pour une poignée d'élus, j'entends. Monsieur, j'éprouve un mépris extrême pour ce qui est en train de devenir cette civilisation, Sullivan. D'abord, les bolcheviks, Roosevelt et maintenant Truman, qui poursuit le grand œuvre de son prédécesseur. Des Lilliputiens sur des épaules de géants, voilà ce qu'ils sont. Cette folie n'aura de cesse que lorsque l'homme, les véritables hommes, se lèveront de conserve pour hurler assez. Sullivan acquiesça, parcourut d'un frisson. Parfois le grand homme vous transmettait malgré vous la puissance de ses convictions, tel un éclair vous foudroyant d'une décharge infinie d'énergie. Un pouvoir palpable toujours l'auréalait. Au bout d'un moment, le grand homme adressa un regard énigmatique à Sullivan. C'était comme s'il tenait de jauger la confiance qu'il pouvait lui accorder. J'ai pris ma décision, Sullivan, déclara enfin son employeur. J'ai caressé longtemps un projet qui, je n'en doute plus, se doit de devenir réalité. Je m'amusais à fantasmer, mais bientôt il s'affichera sous nos yeux, dans toute sa superbe. L'entreprise est risquée, très. Mais nous n'avons plus le choix. Qui plus est, Sullivan, autant que vous l'appreniez aujourd'hui, il est fort probable que j'investisse jusqu'à la dernière de mes piécettes pour accoucher de cette chimère. Sullivan sia. Jusqu'à la dernière piécette. À quel extrême son patron comptait-il s'abandonner cette fois? Le grand homme eut un petit rire, manifestement amusé par l'ahurissement soudain de Sullivan. Oui, à l'origine, ce n'était guère qu'une expérience, une simple hypothèse, un jeu. J'ai déjà les plans pour une réalisation plus modeste. Mais pourquoi ne pas voir plus grand, bien plus grand? L'immense solution, un immense problème. Celui des syndicats, demanda Sullivan troublé. Non,
syndicats aussi représentent un problème, mais moins immédiat. L'urgence à laquelle je pense est d'une toute autre ampleur, car je vous parle ni plus ni moins de la possible destruction de toute civilisation. Le problème, Sullivan, c'est ce risque inéluctable d'un conflit atomique, un risque qui réclame une solution tout aussi titanesque. J'ai déjà envoyé des explorateurs en repérage et choisi le lieu idéal. Je n'étais simplement pas certain de lancer un jour le projet. Jusqu'à aujourd'hui. Il dévisagea une fois de plus les clichés apocalyptiques, les inclinant sous la lumière pour mieux les éclairer. Jusqu'à ici, jusqu'à ceci, nous pouvons fuir cette folie, vous, moi et quelques autres. Nous pouvons échapper à l'entreprise d'anéantissement mutuel qu'ont engagé les Lilliputiens, démons qui fourmillent dans les couloirs gouvernementaux. Nous bâtirons un nouveau monde, un seul endroit où ces illuminés ne pourront nous atteindre. Bien, monsieur, Sullivan décida de ne pas demander d'explication, préférant se concentrer désespéré que lorsqu'il aurait sous les yeux le montant des dépenses que réclamait son projet pharaonique, le grand homme l'abandonnait aussitôt. Autre chose, monsieur. Pour aujourd'hui, j'entends. Si je veux mettre un terme à ces grèves, mieux vaudrait que je parte tôt demain matin. De fait. Allez donc vous reposer. Pas de repos pour moi, cependant. J'ai trop à planifier. Sur ces mots, Andrew Ryan tourna le dos, fenêtre, traversa la pièce et abandonna sur son bureau les instantanés de la destruction d'Hiroshima et Nagasaki, qui glissèrent longuement sur le plateau vitré. Désormais seul, dans le bureau obscur, Ryan se laissa glisser dans son fauteuil en cuir rembourré et tendit une main vers le téléphone. L'heure était venue pour lui de contacter Simon Wales pour lancer la prochaine étape du projet. Pourtant, sa main tremblante hésita au-dessus du combiné. Il se révisa. Mieux valait qu'il se clamât avant d'appeler Wales. Il y avait quelque chose dans son discours à Sullivan qui avait ravivé en lui un souvenir tangible et douloureux. Lorsque je suis arrivé de Russie en 1919, je n'étais encore qu'un garçonnet. Les Rouges venaient de s'emparer du pays. Il s'en fallut de peu pour que nous perdions la vie. En réalité, le grand homme s'appelait Andrew Ryan. En arrivant aux États-Unis, il avait américanisé son nom de naissance, Andrei Ryanovsky. Andrei et son père, frémissants, se tiennent sur les quais d'une gare balayée par un vent glacial. Le matin est encore jeune, et tous deux rivent leur regard sur les rails. Son père, la barbe broussailleuse et l'air sinistre, tient leur unique bagage dans la main gauche. Sa main droite, massive, repose sur l'épaule de son jeune Andrei. L'aurore saturée de nuages ce matin, la couleur d'une chimose violacée, et le vent cinglant lance partout des pics de neige fondue.
garçon écoute le vent siffler en usant le quai de ciment et se demande pourquoi son père se tient si loin des autres. Certains de leur village situé à périphérie de Minsk savaient que son père s'opposait aux communistes. Ils avaient critiqué ouvertement les Rouges. Aujourd'hui, à dénoncer ses ennemis de la révolution populaire, la veille, le prêtre avait prévenu son père que l'épuration politique commencerait au matin. Lorsque la gare a ouvert, Andrei et son père comptaient partir les premiers dans la file d'acheteurs de billets pour Constantinople. Son père transporte des documents de voyage, ainsi que les permissions nécessaires à l'achat de carpettes turques et d'autres biens destinés à l'importation. Peut-être ces papiers suffiront-ils à leur faire quitter la Russie. Son père tripote ses poches, l'argent qu'il a emporté pour soudoyer les douaniers. Tout y passera sûrement. De la buée s'échappe de la bouche de son père à chaque expiration, et de la fumée s'élève de la locomotive en approche. Une silhouette massive et sombre qui s'avance vers eux, inexorable, déchire le gris du ciel et du sol de son projecteur solitaire, fiché au-dessus de chasse-pierre. Affrontant le brouillard, le cône de lumière est criblé de grésil. Andrei lance un regard aux autres voyageurs et voit un homme approcher. Père, murmure Andrei en russe. L'homme grand et mince porte un long manteau vert aux épaulettes rouges, une coiffe noire et un fusil à l'épaule. Est-ce que c'est un homme de la garde rouge? Andrei. Son père lui attrape l'épaule et le retourne avec vivacité, de façon à ce qu'il cesse d'observer le soldat. Ne le regarde pas. Piotr Reyaïnovski. Lorsqu'il se retourne, c'est pour découvrir Dmitri, le cousin de son père. Un bras passé autour de l'épaule de sa femme, Vassilia, une blonde pâle, bréviligne à l'écharpe jaune dont le froid a rougi le nez. Elle essuie sointement et adresse au père d'Andrei un regard suppliant. Pitié, Piotr, lui murmure-t-elle. Nous n'avons plus d'argent. Si tu paies les soldats. Dmitri se passe la langue sur les lèvres. Il nous recherche, Piotr, parce que j'ai pris la parole lors du rassemblement d'hier. Nous n'avons guère que nos billets de train et plus un rouble en poche. Un pot de vin les incitera peut-être à nous laisser partir. Dmitri, Vassilia, si je pouvais vous aider, je le ferais. Mais nous aurons besoin de nos copecs jusqu'au dernier. Je dois penser à mon garçon. Nous devons avoir de quoi payer notre voyage jusqu'à notre destination. Et la route sera longue. Le train halète poussivement lorsqu'il entre en gare et se traîne, vomissant dans l'air sa fumée de charbon. Andrei sursaute lorsque les moteurs furieux crachent partout des jets de vapeur brûlante. Pitié, supplie Vassilia, en joignant les mains. Les miliciens regardent dans leur direction, puis dans la porte de la gare, un autre soldat de la garde rouge débarque sur le quai. Un troisième lui emboîte le pas. Tous portent des fusils. Le train grince, tandis qu'il passe lentement près d'eux. Il ralentit, mais Andrei n'en a pas moins l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Les miliciens aboient, interpellant le cousin de Dmitri. « Toi, il faut qu'on parle. » Il sépare du fusil à son épaule. Dmitri siffle le père d'Andrei. Reste câble.
sans cesser de vibrer et Andrei sent la main de son père enserrer sa nuque, puis le hisser à l'intérieur. Le garçonnet manque de se retrouver face contre terre, tandis que son père gravit péniblement derrière lui les marches de métal. Il passe une porte, entre dans un wagon enfumé, aux vitres graisseuses et embuées. Il trouve une place sur l'un des bancs de bois, et, tandis que son père tend le billet à un conducteur à l'air sévère, Andrei essuie la vitre pour observer Dmitri et Vassilia en pleine discussion avec les miliciens. Vassilia en pleurs agite les bras, tandis que Dmitri, droit comme un i, secoue la tête en tirant sa femme derrière lui. La discussion se poursuit, puis les hommes armés grimacent en étudiant les documents de voyage. Andrei lui murmure son père. Andrei, lui murmure son père, ne regarde pas. Mais le jeune garçon ne peut détourner les yeux. Le grand milicien fourre les papiers de Dmitri dans l'une de ses poches, puis agite son fusil devant lui. Dmitri secoue la tête et brandit ses billets. Le train se met en branle et son sifflet retentit. Vassilia tente de tirer son mari vers le train, mais les soldats agitent tous les trois leurs fusils. Andrei se souvient de son 10e anniversaire, lorsque Dmitri, tout sourire, lui avait apporté un cadeau, un sabre en bois sculpté. La sirène du train hurle de nouveau. Les gardes crient. L'un d'entre eux assène à Vassilia un coup de crosse de fusil, et elle tombe à genoux. Dmitri pâlit et s'empare du canon de l'arme, mais l'homme le pointe vers lui et appuie sur la détente. Une secousse soudaine et brusque lance le train dans les rails, tandis que Dmitri titube à reculons. « Père, non !» hurle Andrei. « Ne regarde pas, mon garçon !» Mais Andrei ne peut tourner la tête. Il voit Vassilia rouer les soldats de coups, pleurer de rage. Puis, de nouveau, deux coups de feu retentissent. La femme pourrouette, puis vient à s'effondrer sur le corps de son mari. Les deux gisent là sur le quai, à l'agonie, et la vapeur du train les enveloppe bientôt, leur ouvrant la porte du passé. Alors, le train, comme le temps file sans se retourner, Andrew Ryans secoua la tête. Les bataillons ouvriers maugréa-t-il amer. Une révolution pour les pauvres. Elle était censée nous sauver. Pas nous voir assassinés de sang-froid sur les quais d'une gare. Et cela n'avait été que le début. Ils avaient été témoins de bien pire durant le voyage avec son père. Ryan secoua une fois de plus la tête et étudia de nouveau les clichés d'Hiroshima. Oui, c'était de la démence pure. Mais elle n'était pas pire que la dévastation causée par le socialisme. Il n'avait toujours rêvé que d'une chose, bâtir quelque chose qui survivrait à tout ce que la folie des illuminés pourrait lui faire subir. Si seulement son père avait pu être là pour voir surgir des ombres ce rêve grandiose, pour voir naître son inexorable forteresse de liberté, rapture. Voilà. Donc, c'est la fin de cette lecture, fin de cette première lecture. Dites-moi si vous avez